Bonjour à tous, en fin de semaine, Benoît XVI sera à Malte à l'occasion du 1950e anniversaire du naufrage de Saint-Paul sur l'archipel maltais, l'une des premières terres chrétiennes de l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est le plus petit pays de l'Union européenne, mais aussi l'un des derniers bastions catholiques en Europe où le catholicisme est religion d'État, où l'avortement et le divorce sont encore interdits et où il n'y a pas de SDF et où des milliers de clandestins s'échouent chaque année à l'image de Saint-Paul en son temps. Malte, un tout petit pays, mais qui, vous allez le voir, occupe une place immense dans ce qu'on appelle l'identité chrétienne de l'Europe. Décryptage aujourd'hui avec mon invité, l'ambassadeur de Malte en France, Marc Midjiani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau d'Église du Monde. Alors, 98% des 400 000 habitants de Malte sont catholiques, mais si Malte est devenue chrétienne, c'est parce que Saint Paul y a séjourné quelques mois. Cet héritage chrétien, vous le devez finalement à un naufrage, le naufrage de Saint Paul qui a eu lieu en l'an 60. Oui, tout à fait. Oui, c'était dans cette année où Malte est déjà devenue chrétien catholique. Et à ce moment-là, Malte est restée toujours, elle a toujours gardé la religion comme la religion de l'État de Malte. Alors, il faut préciser qu'à l'époque où Saint Paul s'échoue sur les côtes maltaises, Malte fait partie de l'Empire romain. Oui. Et Saint Paul arrive très vite à convertir le gouverneur de l'île. Racontez-nous cette histoire. Oui, c'était le gouverneur qui s'appelle Publius, qui est devenu après le premier chef de l'État à Malte. Et dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, on lit la venue de Saint Paul à Malte et on lit qu'il était bien accueilli par le Maltais. Et après, on lit aussi à la fin, quand il est reparti à Rome, où il devait être jugé, il est parti rempli avec nourriture de choses nécessaires pour le voyage. Alors, à ce moment-là, on voit qu'il a été bien accueilli par le Maltais, et les Maltais ont vite compris le message qu'il avait donné, et c'est à ce moment-là que Malte est converti. En quelques mois, Malte a été converti au christianisme. Tout à fait. Le pape se rendra dans la grotte de Saint-Paul à Rabat, où l'apôtre se serait réfugié à la suite de son naufrage. Une grotte avec une église aujourd'hui construite par-dessus cette grotte, oui, l'église Saint-Paul. Oui, tout à fait. C'est une fierté pour les Maltais. Qu'est-ce qu'elle représente, cette église et cette grotte? Oui, d'abord, Saint-Paul, c'est le saint national de Malte. On célèbre beaucoup la fête de Saint-Paul. Et Malte est fier du fait qu'on parle de nous dans l'acte. Dans les apôtres. Et alors, dans la Bible, on parle de vous. Dans la Bible, Malte est dedans. Et alors, on tient beaucoup à l'héritage de Saint Paul. C'est pour nous le fait plus important d'un certain point de vue. Alors on va dérouler l'histoire de Malte. Ouais. Il faut préciser toutefois que Malte a été un temps musulman au IXe siècle, avec une occupation arabe. Que reste-t-il aujourd'hui, en quelques mots, de ce passé musulman? Oui, on voit surtout, ils ont laissé la langue. La langue maltaise, c'est d'origine sémitique. Et on trouve beaucoup de vocabulaire qui vient de langue arabe, surtout quand il s'agit de la nature, de la nourriture, de choses simples. Et aussi, on voit ça dans l'architecture. On a beaucoup d'éléments de l'architecture arabe dans notre pays. Les musulmans, monsieur l'ambassadeur, qui vont par la suite, dans l'histoire, tenter de reprendre l'île aux chevaliers de l'ordre de Malte. Des batailles qui vont d'ailleurs contribuer au prestige de cet ordre hospitalier et militaire. Qui sont ces chevaliers de l'ordre de Malte? Comment arrivent-ils à Malte? Explication historique en images. L'histoire de l'île est indissociable de celle des chevaliers de l'ordre de Malte. Ils arrivent sur l'île en 1530, mais leur histoire est bien plus ancienne. Elle commence à Jérusalem au XIe siècle avec ceux que l'on appellera les moines noirs. Nous sommes en pleine croisade. Les combattants chrétiens viennent de prendre la ville sainte aux musulmans au terme d'un combat difficile et meurtrier. À quelques mètres du Saint-Sépulcre, des religieux habillés de noir, croix blanche, secourent les blessés. L'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem naît ainsi. Rapidement, on ajoute à leurs tâches religieuses des fonctions militaires. Ils deviennent des soldats du Christ. Leur rôle, protéger les lieux saints. Souvent seuls contre tous, ils vont reculer d'abord à Chypre, puis à Rhodes, enfin à Malte.
Près de 4 siècles plus tard, c'est Charles Quint, empereur germanique, roi d'Espagne, qui offrira l'île aux Hospitaliers. Son but, créer un rempart à l'avancée ottomane. Devenu insulaire, l'ordre développe alors une formidable puissance navale. Devient en quelque sorte le gendarme de la Méditerranée. Et des chevaliers qui vont rester 3 siècles sur l'île, 3 siècles pendant lesquels ils ont fait énormément pour le développement de l'île, notamment sur le plan religieux. Quelle a été l'influence de ces chevaliers de l'ordre de Malte dans l'identité et dans la construction du pays? Voilà, surtout ils ont laissé un héritage architectural, parce qu'il y avait la meilleure famille de Malte qui était représentée dans l'ordre. Nous avons d'auberges, d'édifices, de châteaux, et puis La Valette, qui était une ville construite totalement par les chevaliers. Aujourd'hui la capitale. Aujourd'hui la capitale de Malte, qui a pris le nom de grand maître de La Valette, qui est un Français. Et c'est un héritage d'architecture culturelle que Malte continue à usufruire pour le tourisme. Et puis, par exemple, au XVIe siècle, Malte possède le plus grand hôpital européen, aussi le plus moderne. Et ça, c'est grâce aux chevaliers de l'ordre de Malte. Oui, tout à fait, parce que ça, c'était leur vocation originale, c'était l'ordre hospitalier. Et c'est là où il avait créé une des plus grandes hôpitaux, qui est maintenant un centre de conférence qu'on utilise toujours. Est-ce qu'on peut dire aussi que les chevaliers ont façonné également l'identité religieuse, l'identité chrétienne des Maltais? Ils n'ont pas façonné, parce qu'on avait avant. Et puis pendant la période de chevaliers, les chevaliers ont changé un petit peu dans leur esprit. Mais Malte avait déjà de paroisses, elle était déjà organisée. Alors il y avait le paroissien qui était fort d'un côté, et puis l'ordre qui était aussi fort de l'autre côté. Il y a eu des batailles également restées, j'ai envie de dire, mythiques, contre les Ottomans, contre les musulmans, notamment ce qu'on appelle le Grand Siège en 1565. Cette victoire reste l'une des plus grandes victoires de la chrétienté sur l'Empire ottoman. C'est pas rien comme héritage à Malte, ça, quand même. Oui, ça, c'est une date que personne n'oublie. Tous les Maltais sont très fiers. Et à l'école, tout de suite, on apprend de cette grande bataille. Et il y avait une disproportion de force entre les forces de chevaliers de Malte et l'Empire ottoman. Et Malte a gagné. C'était un point tournant pour l'histoire de la chrétienté en Europe. Ça c'est un fait historique, parce qu'après, la poussée pour attaquer l'Italie par la Méditerranée, ce n'était plus possible. Ils ont stoppé l'avancée des Ottomans. Ils ont stoppé l'avancée, tout à fait. Courage, foi, héroïsme, c'est ce qui ressort un peu de cette bataille. Est-ce que finalement, c'est pas un symbole pour Malte, ça? Courage, foi, héroïsme. Oui, et pourtant c'est une chose qu'on retrouve de nouveau pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que Malte était au milieu, toute seule. On était colonie anglaise, on était bombardé par les Italiens qui étaient au nord de Malte et les Allemands qui étaient en Afrique du Nord. Et là, de nouveau, on avait la même situation. On retrouve la même situation. Malte va d'ailleurs recevoir la croix du roi George pour sa résistance héroïque face au blocus et aux bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu le sens de ce drapeau national, d'ailleurs, le drapeau qu'on voit à l'image. Voilà. La croix, normalement, c'est donné à un soldat qui fait des choses exceptionnelles. Et le roi d'Angleterre a dit, mais moi, je vais donner ça à tout le peuple de Malte. Et c'est pour ça, comme c'était donné à tout le peuple de Malte, que nous l'avons mis sur le drapeau. Alors avant l'occupation anglaise, un mot sur la présence française, puisque ce sont les Français qui chassent les chevaliers de l'ordre de Malte avec Napoléon Bonaparte. Quand Napoléon Bonaparte part pour sa campagne d'Afrique, il arrive à Malte et prend Malte assez facilement et chasse finalement assez facilement les chevaliers de l'ordre de Malte, puisque les Maltais sont séduits par les idées de la Révolution. Oui, c'était surtout le chevalier qui était séduit, quelques-uns des chevaliers. Mais pendant l'occupation française, Napoléon, qui avait besoin de financer la guerre en Afrique du Nord, à un certain moment, il a commencé de prendre le bien de l'Église. C'est à ce moment-là où les Maltais se sont révoltés et ils ont demandé aux Anglais de venir assister Malte pour chasser
le français, pour terminer l'occupation française. L'occupation anglaise, elle, va durer jusque dans les années 60, en 64. Est-ce que cette occupation qui est britannique, donc anglicane, donc protestante, change quelque chose dans le paysage religieux maltais qui, lui, est catholique? Pas du tout. Les Anglais, d'abord, ils sont venus à Malte par invitation. Alors, ça fait quand même une différence. On a pris l'indépendance en 1964 et pendant cette période, les Anglais, très pragmatiques, ne sont pas mêlés dans les affaires religieuses. Ils ont compris que la religion catholique était très forte à Malte, alors ils n'avaient aucun intérêt. Seulement, un fait historique, à un certain moment, en 1875, je pense, qu'ils avaient interdit l'Église de participer aux élections. C'est le seul moment où ils ont fait quelque chose concernant l'Église. Sinon, c'était liberté de religion. Malte va devenir indépendante en 1964. Avant d'évoquer la situation et le paysage religieux aujourd'hui à Malte, un mot sur l'ordre des chevaliers, l'ordre de Malte avec les chevaliers de l'ordre de Malte, sur l'ordre aujourd'hui, un ordre religieux qui est composé essentiellement de laïcs. Le grand maître de l'ordre rencontre le pape tous les ans, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images. L'ordre mène aujourd'hui des actions humanitaires dans le monde entier et a l'énorme avantage d'avoir un statut souverain, c'est-à-dire que comme un État, il a par exemple une diplomatie avec des ambassadeurs et des observateurs, notamment auprès des Nations Unies, ce qui est évidemment un avantage, ce qui fait de l'ordre la seule structure gouvernementale au monde à vocation humanitaire. Paul VI, lui-même membre de l'ordre, disait que c'était la plus grande armée de charité au monde. La charité, monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est quelque chose qui se vit au quotidien à Malte? Et comment elle se vit, cette charité? Je pense que dans tout le pays, les gens se réunissent pour faire de la charité. Mais à Malte, on a bien organisé la charité, l'aide. Il y a d'abord l'Église qui a beaucoup de bonnes œuvres qu'elle fait à Malte. Puis il y a l'État et il y a la famille. Alors les trois ensemble font qu'il y a toujours l'assistance à quelqu'un qui a besoin. Par exemple, vous m'avez appris qu'il n'y a pas de SDF à Malte. Le mot même en maltais n'existe pas. Oui, non, on a du mal à traduire ce mot parce qu'on n'a pas de gens qui dorment dehors. Les gens sont pris en charge. Ce n'est pas un phénomène qu'on trouve chez nous. Une solidarité, monsieur l'ambassadeur, bien sûr, qui fait écho au paysage religieux de Malte, pratiquement à 98% catholique. Quelle est la place de l'Église dans le Malte d'aujourd'hui? Explication en images. En l'an 60, Saint Paul faisait naufrage sur les côtes de Malte alors qu'il était conduit à Rome par les autorités impériales. 1950 ans plus tard, c'est Benoît XVI qui se rendra sur l'archipel de 410 000 habitants, dont 98% sont catholiques. Gardienne des traditions nationales, l'Église est très influente à Malte. 9 évêques, presque 2000 prêtres et religieux, plus de 300 séminaristes, les chiffres témoignent de la vitalité de l'Église. Une Église où foi et tradition sont intimement liées. Exemple, chaque année, chaque ville organise sa propre festa consacrée à son saint patron. À Zeebrugge, ville de 2000 habitants située au nord de l'archipel, c'est l'occasion de se retrouver pour participer à d'immenses processions à travers la ville. Pour moi, c'est très important d'être là. Je porte la statue de Saint-Philippe et je suis très fier. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. À Malte, le catholicisme est la religion d'État. Le divorce et l'avortement sont interdits par la loi. Ici, pour se marier, nul besoin d'aller à la mairie. Quant aux fêtes religieuses, tout le monde y participe, le maire y compris. C'est une des fêtes les plus importantes de Malte. Et bien sûr, c'est un événement essentiel de la vie du pays. Vous savez, ici, c'est l'Église qui donne la dynamique. Pour moi, en tant que maire, je suis conscient que tout cela est très important pour la ville. Donc bien sûr, nous apportons notre contribution. On fait tout ce qu'il faut pour que la fête soit un succès. Les festas attirent toujours plus de monde à Malte. Elles font aussi la réputation touristique de l'île. Cependant, on assiste peu à peu à une lente diminution de la pratique religieuse. La visite de Benoît XVI à Malte le 17 et 18 avril prochain sera l'occasion de donner un nouveau souffle à l'église locale.
Et oui, monsieur l'ambassadeur, car il faut prendre soin de cet héritage religieux, j'imagine. Comment vous envisagez, en tant qu'ambassadeur de Malte en France, et en tant que Maltais donc, et diplomate maltais, cette visite de Benoît XVI, à quoi va-t-elle servir pour vous? Alors, la visite, c'est une visite pastorale. Le pape, il vient pour rencontrer le Maltais, pour donner courage, pour renforcer la foi. Et en même temps, ça sert aussi, le pape va dans un pays où il voit les gens qui croient, où la religion c'est encore une chose plus importante dans la vie quotidienne, et je pense que c'est une feeling réciproque. Il prend courage aussi du fait qu'il y a un pays dans l'Europe qui fait partie de la communauté européenne, mais pourtant la religion est là considérée comme une partie importante du tissu social de l'île. Est-ce qu'il y a également quand même le phénomène de sécularisation qu'on connaît partout ailleurs en Europe? Est-ce qu'il existe d'une manière ou d'une autre à Malte? Alors, c'est que Malte, le Maltais sont très cosmopolites. Ils voyagent beaucoup, ils voient ce qui passe partout, et puis il y a la télévision par câble. Alors Malte, comme tous les autres pays, le jeune, il voit la vie à l'étranger et il essaye de mener une vie moderne. Alors il y a des jeunes qui sont moins intéressés à la religion que ma génération était. Mais puis on voit un phénomène qu'après un certain âge, passé le 35e, la 40e année, il y a de nouveau un retour envers la religion. On n'oublie jamais la religion. Dès qu'on est baptisé, on n'oublie pas. Mais même si on ne croit plus, ça fait partie de nous quand même. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans la visite de Benoît XVI à Malte, c'est que finalement, Malte représente, j'ai envie de dire, l'un des derniers bastions catholiques en Europe. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce qu'on peut parler de bastion catholique, l'un des derniers en Europe? Oui, alors nous, on a des fortifications partout. Dans l'esprit de Malte, on est toujours envahi, attaqué. Cette image de bastion, ça fait partie de notre culture. Mais au point de vue de religion, c'est une chose qu'on vit chaque jour. On essaye toujours de vivre selon ce qu'on nous a appris. À Malte, on n'a pas l'impression d'être une bastion parce qu'à peu près tout le monde est de même avis. C'est seulement quand on vient dans un autre pays, comme la France, qu'on n'a plus le sentiment de l'identité catholique qu'on a. Par exemple, le vendredi saint chez nous, c'est un jour très très sacré. On ne travaille pas, on va à l'église. Et ici, c'est jour férié. Alors c'est là où on ressent la différence. De quelle manière l'Église peut s'appuyer sur Malte pour promouvoir les valeurs chrétiennes en Europe aujourd'hui? On parle beaucoup de l'identité chrétienne et des racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce qu'elles ne sont pas en partie à Malte? Et est-ce que Malte ne peut pas être une plateforme pour promouvoir ces valeurs chrétiennes et cette identité? Malte et les politiciens de Malte, presque la totalité, sont des croyants. Et quand il y a un débat en Europe, que ce soit à la place de l'héritage chrétien, de la construction de l'Europe, le débat sur l'avortement, le Maltais, le politicien, il apporte ses croyances. Alors, on ne mélange pas la politique avec la religion, mais il y a des moments où on ne peut pas les faire. Alors, ça, c'est notre apport, c'est le fait que nous, on donne notre opinion, notre croyance dans le débat général. Cette visite de Benoît XVI sera la troisième d'un pape à Malte, après les deux précédentes de Jean-Paul II. La dernière, c'était en 2001. On va voir quelques images de cette visite de Jean-Paul II en 2001. Qu'est-ce que vous gardez de cette visite? Alors, ce pape, il a une place spéciale dans le cœur de Maltais que le pape nouveau n'a pas encore, parce qu'il n'est pas aussi longtemps. Mais là, tous les Maltais de tous les âges sont sortis pour accueillir un homme qui a quand même passé une période en Europe qui était très importante. Il avait un sourire et un contact avec les jeunes. C'est pas moi de dire, tout le monde a apprécié le contact que ce pape avait. Vous évoquiez les Maltais voyageurs. À ce propos, il y a beaucoup de prêtres maltais qui sont missionnaires. Hein? Oui. Malte exporte beaucoup de vocations et beaucoup de prêtres missionnaires. Oui, surtout en Amérique latine. Ils participent à la construction des hôpitaux, ils aident des gens dans tous les problèmes. Il y a même des jeunes qui partent en été aussi pour passer quelques stages là-bas pour aider. Oui, on a plein de Maltais qui vont. Et puis dans un tout autre registre, il y a un Maltais très connu qui s'appelle Corto Maltese.
Un personnage de bande dessinée d'Hugo Pratt et qui est un grand voyageur, bien entendu. Voilà. Alors, s'il y a beaucoup de Maltais qui partent à l'étranger, beaucoup arrivent à Malte pour la situation géographique que l'on connaît, puisque Malte est une terre d'immigration. Des milliers de clandestins s'échouent chaque année sur les côtes de Malte qui se situent, je vous le rappelle, au large de l'Afrique. Regardez cet extrait de documentaire à voir prochainement sur KTO. Il revient sur cette situation des immigrés clandestins. À 340 km des côtes de la Libye et seulement 290 km des côtes tunisiennes, l'archipel maltais est l'un des points principaux où s'échouent les centaines d'émigrés venus d'Afrique. Des bateaux pleins à craquer d'immigrants illégaux arrivent sur les côtes parfois quotidiennement. L'Europe compte sur ce petit archipel pour retenir le flux permanent de l'émigration, alors que l'île est déjà le pays le plus densément peuplé de l'Union européenne, 1300 personnes au kilomètre carré. Et ça c'est important, hein, c'est une grande densité Malte. Ces immigrés qui s'échouent un peu sur les côtes maltaises me font penser à Saint Paul qui, en son temps, lui aussi s'est échoué sur les côtes maltaises. Oui, et ça c'est un petit peu la dilemme. Parce que nous, on est devenus catholiques à cause de naufrage. Mais en même temps, cet immigré, il représente maintenant parfois 1-2% de la population de Malte sur une toute petite île. De certains côtés, il y a cette sens, mais on ne peut plus avoir autant de gens. On n'a pas l'argent, on n'a pas les facilités. Et en même temps, il a ces souvenirs que nous, on devait apporter de l'assistance aux gens qui sont en besoin. C'est un petit peu le conflit que nous avons envers ces problèmes. Parce qu'on est aux frontières de l'Europe. On est aux frontières. Les gens qui échouent sous Malte, ils se dirigent vers le continent. Ce n'est pas à Malte où ils veulent venir. Il n'y a pas le travail pour ces gens. Mais quand il fait mauvais temps, Malte, qui a l'obligation de la recherche et de sauvetage, c'est elle qui envoie le bateau et puis on amène ces gens. Et puis dès qu'ils sont ici, la loi européenne veut qu'ils restent à Malte. Ça, c'est une vraie question, une vraie problématique aujourd'hui à Malte. L'Église, que fait-elle et que dit-elle à propos de cette situation? L'Église joue un rôle très important. Il y a le jésuite qui ont un centre qui prend en soin les gens qui arrivent. Ils donnent l'assistance juridique même pour demander l'asile. Ils les mettent au courant de leurs droits. Ils offrent de l'assistance morale, physique et puis religieuse s'il faut. Et aussi, au centre où il y a ces gens, l'Église participe avec le gouvernement pour prendre soin de tous ces gens que nous avons. Voilà, ça c'est un problème. Ou avec la France aide Malte beaucoup dans ce domaine. Là, c'est un domaine où Malte demande un soutien, une solidarité européenne dans ce problème. Nous, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et la France est un des partenaires de Malte pour faire élargir cette idée de solidarité européenne. C'est très intéressant cette idée de solidarité européenne. D'ailleurs, Jean-Paul II avait invité les Maltais, lors d'une de ses précédentes visites, à être des constructeurs et de faire le pont, en gros, entre les peuples du bassin méditerranéen, entre l'Afrique et l'Europe. Vous ressentez comment ce que disait Jean-Paul II? Oui, mais ça c'est une tradition. Quand on regarde de Malte, partout on voit les Méditerranées. Au nord et au sud, à l'ouest et l'est, nous sommes entourés par les mers. Alors on sent la vocation de faire le pont. Même notre langue, qui est d'origine arabe, génétiquement, on dit que nous avons d'origine phénicienne. On a la culture, la tradition européenne. On se sent entre les deux cultures et on est à l'aise et comprend les deux. Alors nous trouvons que notre vocation, c'est vraiment l'union pour la Méditerranée. C'est une chose où Malte comprend tout à fait. Nous, on voit notre rôle. Un mot sur la visite de Benoît XVI qui arrive. On y revient encore quelques secondes puisqu'on arrive peu à peu à la fin de cette émission. Combien de personnes sont attendues à la messe qui sera célébrée par Benoît XVI? Oui, il estime 50 000. 50 000, donc ça fait... un huitième de la population. Un huitième de la population maltaise. Oui, et peut-être il y aura encore plus, mais ils estiment 50 000. Comment à Malte on attend le pape? Quelle est l'effervescence autour de cet événement? Il y a une effervescence, il y a beaucoup de sociétés, de jeunes qui s'apprêtent à faire des choses, des manifestations culturelles, la musique, la danse. L'Église essayait de contribuer et de faire participer tout le Maltais.
même le Malte, c'est très petit. Alors, ils essayent que le pape passe presque partout avec la voiture. Ils essayent de faire participer le plus nombre possible de gens à la visite. Et même vous, en tant qu'officiel, entre guillemets, de l'État maltais, vous pouvez parler librement de cet accueil que les Maltais vont lui réserver, du pape. Vous pouvez vous enthousiasmer publiquement autour de cet événement. Mais d'abord, la Constitution maltaise dit que la religion de Malte, c'est la religion catholique. Et c'est tout le monde qui va participer. Il y aura notre président, il y a les députés, tout le monde va participer. C'est presque une fête nationale quand le pape vient à Malte. En quelques secondes, qu'est-ce que vous espérez, vous, personnellement, de cette visite? Moi, j'espère que la visite du pape va continuer à renforcer le rôle de la religion dans la vie quotidienne des gens. Pas une religion, la tradition, mais une religion qui dise qu'il y a quelque chose de plus important dans la vie que nous-mêmes, qu'il faut s'occuper des autres. Et je veux que cette tradition continue à Malte. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle que vous êtes donc l'ambassadeur de Malte en France. Pour en savoir plus sur la visite du pape à Malte, un site internet, l'adresse s'affiche sur vos écrans, et puis un conseil de lecture pour aller plus loin dans la découverte de ce très beau pays qu'est Malte. Le livre s'appelle « Le fabuleux destin de Malte ». C'est écrit par un ancien ambassadeur de France à Malte que vous connaissez, monsieur l'ambassadeur, Didier Destremaux, et c'est aux éditions du Rocher. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.